Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 3 questions A du jour. C'est une semaine importante pour les relations entre la France et Israël et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Denis Charvitz, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Anne-Sophie. Alors, comme le prévoyait l'accord de partage du pouvoir avec Naftali Bennett, la dissolution récente de la Knesset a ouvert les portes des plus hautes fonctions à Yair Lapid jusqu'aux prochaines élections. Et pour sa première visite à l'étranger en tant que Premier ministre, Yair Lapid a donc choisi la France et a rencontré ce mardi le président Emmanuel Macron à Paris. Alors, notre première question, Denis, c'est pourquoi ce choix? Pourquoi la France? Il me semble que c'est d'abord le choix de l'amitié et de la complicité entre deux hommes politiques qui s'estiment réciproquement, qui se connaissent déjà depuis assez longtemps. Je pense que Yair Lapid, il en a d'ailleurs fait parfois le témoignage, l'ascension météorique d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui l'a fasciné, puisque d'une certaine manière, il a un petit peu suivi ce type de trajectoire. Je dirais également que voilà, il n'a que 3 ou 4 mois, puisqu'après il y aura des élections. Et vous savez sans doute, Anne-Sophie, qu'en période électorale, on n'est pas censé se rendre dans différentes capitales du monde parce que ce serait un petit peu arraisonner le président en question de quelque pays que ce soit pour dire en quelque sorte qu'il vote pour lui. Donc là, il le fait à un moment qui n'est pas encore la campagne électorale, elle n'est pas encore ouverte. Et puis, je dirais, encore une fois, c'est un signe de complicité. Et puis, ça traduit également, me semble-t-il, l'inflexion européenne, le tournant européen que Yair Lapid a toujours voulu, a toujours manifesté depuis le début, alors de son entrée en fonction comme ministre des Affaires étrangères. C'est une manière de consacrer cela. À cet égard, oui, ça me paraît être à la fois une confirmation de cette amitié ou de cette estime réciproque qu'ils se portent l'un à l'autre. Et puis, il y a peut-être aussi, d'une certaine manière, la similitude des crises politiques. Hein. On a toujours pensé que la France de la Ve République et que la Knesset, qui ressemblerait plutôt à la quatrième, c'est deux mondes politiques différents. Ils ont peut-être des choses à se dire sur la manière de gérer ce chaos politique qui règne en Israël et puis en France dans une certaine mesure. Mais voilà, je crois que c'est un signe comment dire, de gratitude. Je crois que Emmanuel Macron a sans doute été le premier chef d'État à manifester vis-à-vis d'Yair Lapid une confiance. Et je crois que Yair Lapid a voulu honorer Emmanuel Macron de cette confiance en faisant en sorte qu'il soit le premier chef d'État qu'il rencontre, la première visite officielle qu'il a faite. Je rappellerai d'ailleurs que comme ministre des Affaires étrangères, la première visite qu'il avait faite, c'était à Bruxelles pour rencontrer, c'est à la conférence des ministres des Affaires étrangères. Donc on voit que ces symboles-là se répètent. Hein. Donc il y a vraiment une continuité, une volonté déterminée, délibérée de Yair Lapid, maintenant Premier ministre, même d'un gouvernement de transition, de montrer vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de la France un geste particulier. Merci beaucoup, Denis, c'est très clair. Alors, notre deuxième question, c'est sur les différents dossiers qui étaient sur la table pour cette rencontre. Hein. Il y a plusieurs dossiers très, très urgents, évidemment l'Iran, mais aussi le Liban, Hezbollah, le dossier ukrainien. Alors, quelle est votre analyse de ce qu'attendent finalement les Israéliens de la France sur ces différents dossiers? Alors, je dirais que des 3 dossiers, le plus urgent, le plus immédiat, parce que l'actualité domine, c'est effectivement le Liban. Vous savez que après, je dirais, le retrait d'Israël du sud Liban, hein, c'était en 2000, au temps de Ehud Barak, il y a eu, je dirais, un début d'accalmie qui a été troublé par la seconde guerre du Liban en 2006. Et puis, depuis, on peut dire qu'en dépit de toutes les critiques que cette guerre avait suscitées, elle a quand même établi une sorte de statu quo, de modus vivendi entre l'armée libanaise et Israël, à ceci près que le Hezbollah est toujours le trouble-fait. Mais néanmoins, je dirais le bon point qui ont été marqués dans ces relations tacites entre le Liban et Israël, c'est incontestablement l'ouverture de négociations autour de la démarcation des eaux territoriales, des eaux économiques
entre Israël et le Liban, et qui sont devenus un enjeu important, considérable, capital. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des champs gaziers dans cette région. Voilà, Tamar et Léviathan en Israël. Là, ce n'est pas contesté par le Liban. Et donc, il y a des efforts de prospection qui veulent être faits un peu plus au nord, justement dans une zone qui touche le Liban et Israël. Et donc, des négociations ont commencé. Certes, il faut le dire, c'était au temps de Trump et sous donc, je dirais, la houlette des Américains et non pas des Français. Et elles ont bien avancé. Et ce qui s'est passé donc il y a à peine 2-3 jours, c'est le Hezbollah qui a décidé d'envoyer des drones, certes non, enfin ils n'étaient pas munis d'armement, mais enfin des drones de reconnaissance, d'espionnage si je puis dire, avec un avertissement. Et ce qui est apparu, et ça date d'hier, c'est que le gouvernement libanais n'a pas été informé, il n'a pas eu à donner, n'a pas eu droit de regard. C'est le Hezbollah qui s'est arrogé cette autorité-là. Et ça, bien entendu, ça a suscité donc et la colère du gouvernement libanais, qui lui est intéressé à mener cette négociation à son terme. Et je pense que la France, ici, dont on sait le rôle de protecteur traditionnel qu'elle a au Liban, là, il y a quelque chose que la France peut faire, qu'Emmanuel Macron peut faire. Il l'a manifesté au moment de la crise du Liban il y a 2 ans déjà. Et pour dire, attention, là, il y a 2 partenaires, en quelque sorte, le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Et là, le Hezbollah agit au détriment des intérêts d'Israël, pourquoi pas, mais des intérêts du Liban également. Et ça, c'est plus grave. La révélation, il faut le dire, du fait que le Hezbollah agit tout seul, pas de concert avec le gouvernement libanais, c'est un signe très positif parce que ça aurait pu rester secret, ça aurait pu rester discret, et le gouvernement libanais a eu le courage de dire pas du tout, ça s'est fait à notre insu. Donc le Hezbollah se prévaut du respect de la souveraineté libanaise, mais le premier à violer la souveraineté libanaise, la souveraineté du gouvernement libanais, c'est le Hezbollah. Et là, je pense que Macron peut monter au créneau, et je pense que ce n'était pas prévu il y a 8 jours ou 15 jours, mais là, vous voyez, à la faveur de ce calendrier et cette visite précipitée, en quelque sorte, de Yair Lapid à Paris, permet, à mon avis, de mettre, je dirais, au haut de l'agenda cette question-là, la position de la France sur ce dossier. Bien entendu que la France est intéressée à ce que cette démarcation soit faite et aboutisse à définir très clairement où sont les eaux libanaises, où sont les eaux israéliennes. Alors, bien sûr, il y a également le dossier de l'Iran. Le dossier de l'Iran est toujours important. Je dirais que là, il est peut-être un tout petit peu plus facilité parce que vous vous souvenez, après l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, on disait ça y est, c'est fait, Biden aura d'autres objectifs que de refaire cet accord qui avait été abrogé par Donald Trump. Et on voit que, quand bien même Israël a toujours déclaré qu'elle était opposée, et Bennett avait le même discours de ce point de vue-là, et Lapid reprend le même, eh bien on voit bien que c'est du côté iranien que ça bloque. Et quand bien même on a annoncé il y a quelques jours là aussi que voilà, des efforts allaient être consentis pour reprendre la négociation, je pense que ce que demandera Yair Lapid à Emmanuel Macron, eh bien, c'est d'être dans la continuité des présidents français et des ministres des Affaires étrangères français, c'est-à-dire de se montrer peut-être plus ferme que ne l'ont été les Américains. On se souvient à l'époque de François Hollande et de Laurent Fabius, au temps d'Obama, et donc de jouer ce rôle de surveillance. Après tout, cet accord, ce n'est pas un accord irano-américain, c'est un accord avec tous les partenaires occidentaux. Et donc, la France c'est ce que Lapid demandera à Emmanuel Macron, n'est-ce pas, de jouer ce rôle. Elle sait bien, Israël sait bien que la France est intéressée à ce qu'un nouvel accord soit signé. Et vous savez, même si Israël ne le décrète pas ouvertement, elle sait bien que le pire, c'est quand même une abrogation, comme ça a eu lieu du temps de Trump et de Netanyahou, non suivie d'un accord renégocié. D'ailleurs, Trump, à l'époque, avait dit on abroge l'accord pour en faire un nouveau. Et aucun accord n'est signé. Et incontestablement, ça a permis à l'Iran d'avancer dans la course vers la nucléarisation de l'Iran. Et donc,
même si officiellement Israël dit qu'elle préfère le maintien des sanctions et une situation comme celle-là actuellement, je pense qu'un accord pourrait favoriser les intérêts d'Israël à condition de prendre en considération ce qui s'est passé depuis 2015 et de l'abrogation, bien évidemment. Donc oui, là, la France a un rôle qu'elle a déjà joué. Il suffit qu'elle continue à être, voilà, ne pas être précipitée à obtenir un accord quel qu'il soit, mais à y poser des conditions. Si déjà un accord doit être signé, alors autant qu'il se rapproche des exigences, des revendications israéliennes, même si, bien entendu, n'oublions jamais qu'Israël ne fait pas partie de la négociation, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas peser sur les uns et sur les autres. Et ce que Yair Lapid dira à la France, Yair Lapid le dira également à Biden. Sur la question de l'Ukraine et de la Russie, je dirais que Lapid sera ici plutôt en position d'écoute. Il n'y a pas de revendication israélienne. On connaît la position assez, je dirais, plutôt proche de la neutralité, une neutralité favorable à l'Ukraine quand même, mais neutralité quand même pour ménager les intérêts de la Russie. Je pense qu'ici, Yair Lapid voudra savoir jusqu'où ira-t-on en Europe pour soutenir l'Ukraine et quels sont les garde-fous que la France et l'Union européenne entendent placer dans cette rivalité ouverte avec la Russie. Merci beaucoup. Alors, peut-être notre dernière question, parce que l'actualité diplomatique pour Israël est vraiment dense cette semaine, puisque le président américain Joe Biden va se rendre en voyage au Moyen-Orient à la fin de la semaine. Et il a indiqué que parmi ses objectifs, il y avait effectivement le renforcement de l'intégration d'Israël dans la région. On pense évidemment à l'approfondissement des accords d'Abraham. Alors, quel rôle pourrait jouer ici la France? Je pense que c'est une très bonne question et je pense que c'est au président Emmanuel Macron, c'est Quai d'Orsay de définir une politique qui soit plus claire et qui soit plus ferme en faveur des accords d'Abraham. Vous le savez, l'attitude a été un peu froide, pas froide, elle a été réservée. Elle a été réservée pour des raisons qu'on peut entendre. C'était le sentiment qu'on avait à l'époque, lorsque Netanyahou et Trump et les Émirats arabes unis et le Bahreïn, puis ensuite le Maroc ont signé ces fameux accords d'Abraham, que ces accords, voilà, du côté israélien, visaient essentiellement à isoler les Palestiniens, à dire finalement vous ne comptez plus. Et ça, bien entendu, la France ne peut pas le dire. Et c'est pour ça qu'elle s'est montrée un petit peu froide, ou en tout cas réservée. Et je dirais que si la France a un rôle, et peut avoir un rôle, et un rôle constructif, c'est non pas de bloquer et d'empêcher, je pense que ce n'est absolument pas sa vocation, d'empêcher l'élargissement de ces accords d'Abraham, mais d'aller en quelque sorte voir du côté de l'autorité palestinienne pour signifier cette nouvelle réalité et essayer d'étudier ensemble, France et autorité palestinienne, comment l'autorité palestinienne, qui initialement ayant compris que ces accords se faisaient à leurs dépens, comment transformer en quelque sorte cette absence, cette exclusion, on peut le dire ouvertement, des Palestiniens des accords d'Abraham, comment, puisque c'est une nouvelle donne stratégique, on voit bien qu'il y a une alliance régionale qui est en train de se mettre en place, comment les Palestiniens pourraient obtenir des garanties pour ne plus condamner ces accords, mais s'y intégrer. Et ça passe bien évidemment. Et ça, Yair Lapid y est sensible. Je ne l'aurais pas dit de Naftali Bennett, si c'était lui qui avait été aujourd'hui à Paris, c'est-à-dire comment, à moyen terme, l'autorité palestinienne redevient ce qu'elle a été depuis qu'elle a été mise en place en 1994 dans les accords de Jéricho, c'est-à-dire le négociateur au nom des Palestiniens. Depuis 2014, il n'y a plus de négociation entre Israël et les Palestiniens. Bennett et Lapid s'étaient mis d'accord pour dire « attendez encore un peu, c'est encore un peu trop tôt ». Mais voilà, on pourrait imaginer que l'élargissement de cette intégration régionale, l'extension de cette intégration d'Israël dans la région, à moyen terme, passe aussi par l'intégration de l'autorité palestinienne et par le retour à la négociation. Donc, je pense qu'il
il est à peu près, enfin, on peut présumer que Yair Lapid va demander à Emmanuel Macron de temporiser encore un peu, peut-être d'attendre les élections, mais pour moi, il ne fait pas est tout à fait certain et tout à fait clair, et c'est la différence entre Bennett et Yair Lapid. Yair Lapid sait bien que l'objectif de l'État d'Israël doit être la reprise de ces négociations, celle-là même qu'il était d'accord avec Bennett de les temporiser dans cette phase un peu compliquée de ce gouvernement. On verra si les élections lui donnent confiance à Yair Lapid pour affirmer un peu plus cette nécessité d'un retour à la négociation. Et pour laquelle la France peut jouer une très grande mission. Et cette fois-ci, ce ne sera plus la France contre Israël, ce n'est pas la France réservée, c'est d'un côté l'intégration régionale, de l'autre la réintégration des Palestiniens. Quelle magnifique mission pour la France. Et pour une fois, il n'y aura pas en France ni en Israël le sentiment que la France joue cavalier seul. Au contraire, ça peut être pour le bien de la région, des Palestiniens et des Israéliens. Quel beau programme. Beau programme, en effet. Merci beaucoup, Denis Charbit, pour avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à très bientôt. Merci.